Ouais, salut YouTube. Bon, ben, je viens de faire une vidéo d'1 heure et je viens de me la chier, mais grave, je suis dégoûté. Bon, je la refais en moins d'1 heure. Putain, je suis dégoûté. Bon, la famille, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler d'un amalgame qui est fait régulièrement de ce que j'en ai vu sur les commentaires à droite à gauche, en fait, ou les questions existentielles de mecs qui démarrent un petit peu. Donc là, je vais vous parler de poussée au vide, équerre de poussée au vide, dans un premier temps. Après, on va parler d'un truc rigolo aussi. Donc, il y a une vidéo de Lumi Habitat, en fait, qui a bien expliqué quelque chose. Il a expliqué quoi? Il a expliqué que quand il a pris le cas d'une semelle en sciage, hein, donc en gros, il a expliqué quoi? Quand tu as un vide ici et que tu as une équerre, on met pas d'équerre à l'intérieur parce que sinon ça favorise en fait un petit crack qui peut y avoir ici à l'intérieur. Et du coup, on vient placer ces équerres de telle façon, comme sur la vidéo que j'ai fait sur les piscines parlant armature. On la voit bien, la forme de l'armature. D'accord? Donc ça, c'est quand on traite une poussée au vide. Autre façon de traiter une poussée au vide, par exemple, tu vois, c'est le cas d'une réservation de plancher où tu viens mettre en fait ce que nous on appelle des renforts de boîte. Hein, quand tu regardes un mec sur un plancher, tu dis bah tu vas faire les renforts de boîte, tu te dis ok. Donc c'est allez t'as 4 H à 10, tu vois, des fois là c'est 4 H à 12. Donc tu vois, tu viens retraiter en fait tes poussées au vide en fait via des barres droites. Pour un poteau, par exemple, tu vois, tu peux utiliser directement les cadres en fait. Ce qui fait que tu n'as pas de fissuration. Tu viens traiter ta poussée au vide comme ça. Tu peux reprendre aussi avec des U. Tu sais, quand c'est des murs, admettons, là, c'est pas un poteau, tu as un mur continu. Tu vas avoir un mur là. Nous, quand on fait des banches, la banche, elle s'arrête là et on met ici ce qu'on appelle un starbox. En fait, c'est des U à déplier. Et voilà, tu raccordes avec des U. Mais l'amalgame qui est fait, c'est qu'on ne traite pas une poussée au vide quand il n'y a pas de vide. Je m'explique. Ça, c'est le plancher d'Olivier 2.0. Le mec, il est en train de faire sa baraque, fada, et il fait comme il peut, il galère, et franchement, voilà. Courage, frère. Franchement, enfin, voilà. Des fois, les gars, je tenais à vous le dire, vous n'êtes pas très sympa, des fois, avec. Bon, bref, ceci étant dit. Quand tu viens passer tes équerres, en fait, tu viens les passer simplement derrière tes remontées de poteau. Que tu sois en zone sismique avec ton poteau 4 achats ou une barre de 12 ou machin, peu importe. Mais tu viens bien l'ancrer derrière. Tu comprendras bien que quand tu prends tes épingles, tes chaînages plats et que tu les tords au genou et que le chaînage en fait il fait un peu comme ça là, tu vois, et qu'il passe pas derrière, c'est de la merde en fait. Ça c'est refusé BE1. Un mec qui arrive sur un chantier, Decra, Veritas ou quoi, n'importe quoi, tu prends le moindre contrôle, le premier truc qu'il fait, c'est il vient voir ça. Il regarde les équerres, il te regarde, elle touche les planelles ou elle touche pas les planelles, elle passe derrière ou elle passe pas derrière. Et ça, tu peux être sûr, c'est le premier truc qu'il va venir voir. Direct. Donc ça, par contre, c'est voilà. Mais t'as pas besoin de te prendre la tête à faire ce système d'équerre ici. Parce que là, t'as pas de vide en fait. T'as pas de vide. On évite de mettre une équerre quand il y a un vide là. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'équerre. Après, tu peux avoir des sujets qui sont complexes au niveau des poussées au vide. Hein. Parce que tu vois ici, tu en as une. Enfin, tu en as partout, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est là où tu as vraiment la descente de charge. C'est ici, et tu vois comment c'est retraité. Là, c'est un extérieur, tu vois que c'est une équerre. Tu vois, elle remonte ici, elle se courbe. Pour venir en fait faire le croisement ici et remonter avec celle-là qui courbe pour venir traiter la densité d'acier ici au poussé au vide et on voit bien comment c'est fait quoi. C'est partout pareil hein. Tu regardes ton linteau après il est continu, tu vois ce que je veux dire, tu fais des remontées d'acier, t'as pas d'équerre. Tu vois quand tu veux faire une liaison de plancher avec Starbox par exemple, tu vois, voilà ce que ça donne. Tu vois? T'as pas des petits équerres là. S'il devait y avoir des équerres qui redescendraient, le Starbucks il irait jusqu'au fond là-bas derrière.
Hein, Alex, t'en as posé des comme ça? Ils sont chiants ceux-là. Mais ceux de Corbeau aussi, ils sont chiants. Bon, bref, revenons-en à nos moutons. Là, j'essaie de débunker ce qui se passe au niveau des équerres. Donc, on croise nos équerres quand il y a poussé au vide. Cas typique, les angles de piscine, les angles de fondation, les angles... alors, vous allez me dire, oui, mais le cas d'une ceinture de maison, tu vois, c'est là où justement les mecs, ils les mettent pas. Mais putain, ils sont galères à mettre là, les équerres de merde, on peut pas, gna gna gna, on fait de la merde. Ben, dans ces cas-là, tu mets des U. Et tu reprends ton poteau, tu vois ce que je veux dire. Et là, comme ça, tu mets même ton carré 10-10, tu le poses, tu vois, tu déploies ton U, tu vois ce que je veux dire, franchement, en fait. Tu laisses le U dedans à la pose, tu vois. Tu rentres tes U, et après, tu longes. Et si la barre, admettons là, tu l'as mis vue de face. Tu vois ce que je veux dire? Tu as ton carré là, machin, avec tes U dedans. Ta barre, admettons, elle dépasse, ben, tu relèves un peu ton U, et si ta barre, elle dépasse pas, ben, toi, après, tu peux remettre des U verticaux comme ça pour finir la liaison. Tu vois, et tu as donc des U comme ça, des U comme ça, tu vois, et après, tu te retrouves avec des U comme ça qui redescendent dedans, ancrés. Là, il y a tout qui est ancré. Le principe, c'est de liaisonner nos angles, en fait. Mais sans se faire chier, parce que si tu te fais chier et que tu les mets par-dessus, tu vois, cas typique, c'est tu le poses dessus l'acier. Ça marche pas, faut que ça soit dans les cadres. Tu vois, faut que ça soit dans les cadres, les équerres, tu vois. Donc, si tu as ton carré 10-10, admettons, vu de face, il est comme ça, tu vois, bah, il faut que ton équerre, elle soit dedans, quoi. Si tu la poses dessus comme ça, ton équerre, bah, laisse tomber, hein. Je dis pas que ça marche pas, mais en vrai, ça marche moins bien. T'as pas ton enrobage, t'es pas ancré vraiment, quoi. C'est pas terrible. Donc, vaut mieux passer avec des U. Si vous vous faites chier, ah, les équerres dans les maisons, dans les ceintures, elles sont galères. Tu fais des U, tu galères plus. Voilà, ça, c'est cadeau. Autre chose. Putain, là, c'est pareil. Je vais essayer de faire... on va parler géotextile ou polyane ou rien quand on fait un dallage. Voilà aussi. Je vois énormément d'amalgames de faits, je vois pas mal de gens qui parlent. Et en fait, c'est compliqué, mais grave, comme sujet. Mais quand je vous dis c'est compliqué, mais grave, c'est compliqué, mais grave. Donc, faut comprendre un truc, en fait. Quand tu fais un dallage, tu vois, ici, on te demande, tu vois, joindre ci, joindre ci, joindre ci. Quand vous allez dans votre Ikea favori, ou dans n'importe quel bâtiment industriel, vous marchez sur les dallages qui sont passés à l'hélicoptère, vous voyez des traits. Des traits de sillage, en fait, à droite, à gauche. Merde, à quoi que ça sert ces traits? Ben, en fait, ces traits, ça sert à quoi? Ça sert à que quand tu coules un dallage comme ça, tu as du retrait structurel du dallage qui se crée. D'accord? Donc, le dallage a tendance à vouloir enfin, rétrécir sur lui-même, mais en même temps s'étirer aux endroits stratégiques. Je sais pas si je suis clair, en fait. C'est tridimensionnel en fait, tu sais, c'est pas un plan, tu sais, c'est tridimensionnel. Le truc il rétracte sur lui-même, mais en tridimensionnel, tu sais. Donc à un moment donné, ben, il y a des plaques qui sont plus rigides que d'autres, et si on venait pas scier, ça ferait des micro-fissures de partout, ce qu'on appelle des micro-fissurations de retrait. Donc ça, c'est un principe important. Pourquoi j'en parle et pourquoi le polyane, vous allez comprendre après. En fait, tu as un point médian dans le béton. En gros, tu vois, hein, ça c'est ta densité en eau, et ça c'est pour la même quantité de ciment. Je te donne un exemple. Bonjour, il me faudrait une toupie de C25-30. Je te passe les détails. Tu arrives, tu rajoutes pas d'eau, on va dire t'es là. Le mec à la centrale s'est fadé, il t'a fait du S3 à la place du S4, il n'y a pas trop d'eau, lui il est là. Ok, d'accord. Toi, tu demandes 200 litres de flotte, tu te retrouves là. Bon, à partir de ce point médian, où il y a déjà du retrait, hein, c'est pas un point médian où il y a absence de retrait, c'est un point médian normal de capacité d'absorption et de cristallisation du béton en eau. Ok, au plus tu vas rajouter de l'eau, au plus tu vas t'éloigner de ce point. Mais ce point, en fait, c'est le maximal du béton pour transformer l'eau, la cristalliser. Vraiment, parce qu'un béton, ça sèche en partie, ça évapore en partie, mais ça cristallise pour pratiquement toute sa totalité.
Et si tu es parfait au niveau de la quantité d'eau, en fait, tu te retrouves avec une cristallisation qui est optimale. Sensiblement ici, quand la centrale te le livre. Hein, les rajouts d'eau, c'est interdit. Ok, on l'a tous entendu. Voilà. Au plus tu vas rajouter de l'eau, au plus tu vas perdre en structurel et au plus tu vas gagner en retrait. C'est-à-dire que tu vas augmenter ton retrait. Cas typique, il fait 40 degrés au soleil, tu coules un dallage de maison, tu rajoutes 140 ou 150 litres de flotte dans la toupie parce que le mec a attendu un peu, tu es à 200 litres. Et quand tu coules ton dallage, eh ben, ça micro-fissure de partout. Et là, bah, tu as le client qui râle un peu, et puis on lui explique que mais non, mais vous inquiétez pas, c'est pas structurel, machin, blablabla. Bon, ben ça fait chier quand même, tu vois, sur un radier de piscine qui fait 20 cm d'épaisseur. Ouais, bon, je t'avoue, la micro-fissure de 1 cm de profondeur. Ouais, bon, par contre, sur un plancher ourdi qui fait 4 cm au-dessus des marmites, tu te retrouves avec une profonde de 2 cm et demi. Ouais, bon, Joker, c'est encore un autre délire, tu vois. Donc, au plus tu vas rajouter de l'eau, au plus tu vas favoriser ton retrait. Ils savent très bien sur le terrain qu'on a plus tendance à rajouter de l'eau pour favoriser en fait la mise en place. Hein. Le mec il me dit ouais moi machin et tout, c'est qu'il en a pas coulé vraiment. Donc pour favoriser la mise en place en fait, on a tendance à moi j'essaie de rarement dépasser le 1%, 2% c'est vraiment qu'en été quoi. Tu vois, 2% en eau, c'est tu montes à 140 litres de flotte. Hein. Là, c'est marqué sur le bon, la centrale, le béton, il est plus NF et tout. Bref, Mais bon, des fois, tu es obligé. Hein, le premier qui l'a pas fait me jette la pierre. À mon avis, ça va pas faire de bruit sur la baraque. Là où je voulais en venir, en fait, c'est que le DTU, il nous dit quoi? Pourquoi géotextile et pourquoi Polyane? Pourquoi rien? Là, on a vu le retrait. Le retrait, on a dit que il avait tendance à vouloir revenir sur lui-même. Il y a un mec qui a dû voir un jour un phénomène, en fait, que moi, personnellement, j'aime pas dire ça, moi, personnellement, mon père, il me taperait dessus, il me dirait, c'est pas français. Personnellement, j'ai jamais constaté. D'accord? Donc, bon, je vais en parler en seconde partie. Mais il y a un mec qui a dit un jour que sur un dallage qui est comme ça, tu pouvais avoir les angles en fait qui pouvaient remonter. On appelle ça du tuilage, hein, tu comprends bien la forme. Si tu retournes, ça fait une tuile. Donc ça, c'est le tuilage au retrait. Alors, j'ai pas pris le temps de me renseigner de la date à laquelle ils ont demandé géotextile ou quoi, mais bon, je pense que moi j'ai vu ça généralement. La seule fois où j'ai vraiment vu ça, mais jamais sur un dallage, c'était sur des pièces qu'on faisait de 3-4 cm en fait, c'est pour venir boucher des regards ou des trucs que j'ai fabriqués à la maison. Et en fait, tu sais, quand je le prenais, je le voyais, il était légèrement décoffré sur les bords, en fait, tu vois, de mon contreplaqué. Jamais trop tiqué. Mais effectivement, sur les pièces qui sont petites, en épaisseur, et pas trop armées, en fait, mais là, je parle de vraiment de trucs, ça faisait même pas 1 mm, hein, c'était vraiment que dalle, tu vois. Mais suffisamment pour dire, tiens, putain, il s'est relevé tout seul, mortel. Il se passe un truc. Ok, sur un dallage de 12 cm d'épaisseur, ou 15 ou 20, j'ai jamais vu. Jamais. Jamais. Mais à l'époque, le DTU, il autorisait 8 cm d'épaisseur. Et à 8 cm, sur des 40 ou 50 mètres carrés, je dis pas. Tu vois, armé avec la ferraille, c'est le cheveu de ton fils là que tu lui as arraché. Ouais, je dis pas, peut-être. Je dis pas. Mais si tu fais un dallage à 25 kg du mètre cube à 12 cm d'épaisseur, jamais ça t'arrivera. Mais pour le plus grand nombre, c'est toujours pareil avec le DTU. Pour le plus grand nombre, comme on sait qu'il rajoute un peu d'eau et qu'on va favoriser le retrait, donc on va certainement favoriser le tuilage, eh bien ils se sont dit, vu qu'on a de la dessiccation de surface par transpiration, évaporation, d'accord, on se retrouve avec plus de retrait en haut qu'en bas, on tuile. Donc la solution, c'est on va interdire le polyane, on va laisser infiltrer l'eau et la laitance en fait à l'intérieur du hérisson ou dans le fond de forme, peu importe lequel il soit. Et par gravité, en fait, on va faire transpirer l'eau qu'il y a dans le dallage. Vu que c'est moins pénalisant de réduire l'eau,
bon, ben, ça fait un équilibre certain. On évite certains problèmes de retrait et de tuilage. Bon, moi, pour des questions d'assurance, hein, je vais vous dire, je me prends même pas la tête. Polyane, géotextile, géotextile, toutes mes terrasses, c'est géotextile. Comme ça, si demain il m'arrive un problème, l'expert il passe, il voit la densité d'acier, les épaisseurs, le géotextile, casse pas les couilles. Mais en vrai, là ça devient marrant. En vrai, comment moi je traite le sujet? Le sujet, je le traite comment? Je le traite en fait que je viens talocher ma surface, je viens la lisser, je viens fermer mon grain. En fermant mon grain, mieux encore si tu fais un passage hélicoptère, caray. Si tu passes à l'hélicoptère, en fait, c'est encore mieux du point de vue que tu vas bien fermer ton grain. Donc du coup, tu as moins d'évaporation. Qui dit moins d'évaporation, moi je me dis, bah, je peux éviter de perdre trop en infiltration. D'ailleurs, pour ça que tous mes polyans toutes mes piscines, tous mes radiers de piscine qui font 20-22 d'épaisseur, sont tous au polyane et pas au géotextile. D'accord? Parce que je veux étancher au maximum mon coffrage. Ah ouais, non, je grille les étapes, putain. En fait, je voulais vous expliquer d'abord, en fait, qu'est-ce qu'on m'a expliqué dans ma vie, le pourquoi du polyane. Le polyane, au tout début que j'ai commencé le bâtiment, quand j'avais 20 piges, on me disait c'était pour éviter les remontées d'humidité. Bon, bref. Donc ça c'est resté vachement longtemps. On met un polyane sur le hérisson parce que on évite les remontées d'humidité. Après, tu avais l'ancien. La ferraille du hérisson, on la met toujours en haut. Tu vois ce que je veux dire? Bah voilà. Formaté par les anciens, tu vois ce que je veux dire? Tu commences un boulot, tu le maîtrises pas, tu sais même pas faire une gâchée. Enfin là, tu vas pas remettre en question le mec qui te dit le polyane, c'est pour la remontée d'humidité. Il a dit 4 mots, il y en a 3, t'as pas compris, frère. Sur le coup, c'est un génie. D'accord? Bon, alors ça, désolé de vous le dire, les gars, je déboum de suite, ça marche pas. Ça marche absolument pas, parce que quand tu fais de la rénovation ou de la démolition d'un truc à ne serait-ce que 3 ou 4 mois, parce que nous, dans le neuf, en fait, on peut arriver à péter des trucs qui sont neufs, bah tu t'aperçois que le polyane, avec la montée en pH et tout, le truc, il est décomposé. Décomposé, c'est du papier à cigarette, il se pète sur... comme ça, là, tu le prends, tu le touches, il se désintègre, il devient poussière, le truc. Donc empêcher quoi? La remontée d'humidité de quoi? De quelle humidité? Bon, déjà, il faut savoir qu'un béton qui est bien fermé, bien vibré et coulé correctement, en termes de remontée capillaire, ça devient compliqué. Donc, il n'y a pas besoin de contrer une remontée capillaire alors que le truc, il le fait déjà. Bon, bref, Joker. Autre chose qu'on m'a expliqué plus tard. Oui, le polyane, c'est pour assainir la zone. Et ça, par contre, c'est vrai. Tu vois, parce que quand tu travailles dans la terre sans polyane avec les bottes pleines de boue et que tu marches partout là-dessus, bah, t'es pas qualitatif pareil. Donc ça, c'est quand j'ai commencé à monter un petit peu en niveau, tu vois, il y a un mec pas trop con qui m'a dit, mec, c'est juste pour faire propre, tu vois. Ah, ok. Et les remontées d'humidité, t'as déjà vu un polyane, toi, quand il est vieux? Ah ouais, ouais, c'est vrai, oh putain. Et du coup, le nouveau génie, tu vois, c'est lui, tu vois. Lui, bah, il est relégué au rang de con, tu vois. Bah, t'as travaillé 2 ans dans le bâtiment, t'as un nouveau génie, tu vois. Et après, j'ai commencé le gros. Et là, tu sais, t'arrives avec tes certitudes de mec à travailler avec les petits artisans, tu sais. Et non, je t'avoue que vaut mieux que tu fermes ta gueule, en fait. À ce moment-là, t'apprends d'abord. Et résultat, il y a un mec qui est venu me voir, il me dit le polyane, je regarde, je fais ah ouais le polyane et tout. Putain, je fais putain, il est vachement épais le tien et tout. Il me regarde, il me fait bah oui, moi je veux étancher correctement mon coffrage au moment du coulage, comme ça j'ai la laitance, elle part pas dans le hérisson et comme ça j'ai un meilleur dallage. Bah lui ça a été mon nouveau génie. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, oh tiens, le mec en fait il vient t'expliquer quoi? Qu'un coffrage, ça doit être étanche. Bon, ça, c'est la base. Hein. Tous les mecs qui ont fait des poteaux ou quoi, qui ont fait des coffrages qui n'étaient pas bien étanches en pied, il y a toujours, ma fille, s'il te plaît, tu vas arrêter. Il y a toujours, en fait, la ségrégation. On appelle ça de la ségrégation, mais en fait, ça n'est pas. C'est de la fuite d'étanchéité. Donc, tu as l'étance, en fait, qui fuit entre le dallage et ton coffrage. Et résultat, en fait, eh ben, ça te fait le nid d'abeille.
Tu vois, tu as les cailloux qui sont apparents, tu as le petit nid d'abeille. Désolé, je me suis déconcentré, le chien qui joue avec Pouette Pouette, sur le coup, j'étais pas très con. Donc, le mec, il me dit, regarde, toi, quand tu fais un coffrage et tout, tu essaies d'étancher. Allez, 2 secondes. Eh, ma fille, s'il te plaît. T'es gentil. Non, je peux pas te tabasser comme d'habitude. Il y a des gens, ils regardent. Arrête. Alors, désolé, hein. Et résultat, le mec, il m'explique que, ben voilà, moi, j'ai pas envie d'avoir des nids d'abeilles en dessous de mes achats. Donc, ben, j'étanchifie bien comme il faut. Comme ça, au moins, je suis sûr que mon dallage, il perd pas son eau, il perd pas ceci, il perd pas cela. Tu vois. Bon, là, j'étais content. Et puis, un jour, j'ai fait une réunion avec un mec qui depuis est devenu mon nouveau génie, mais lui, à mon ami, celui-là, ça va être chaud de dingue à le détrôner. Il m'a regardé, il était devant 20 personnes en réunion et on parlait justement de ce truc géotextile, machin et tout, tu sais. Et il me regarde et il me fait, Franck, tu sais pourquoi on met une interface entre le fond de forme et le dallage? Et déjà, c'était plus, tu vois, un polyane ou un géotextile, tu sais, le mec il te regarde, il dit une interface. Sur le coup, je lui dis, bah écoute, moi, voilà, je pense que c'est pour étancher le coffrage, machin, tu sais, je me réfère à mon dernier génie, tu vois, enfin, pour éviter de trop passer pour un con, quoi, tu vois. Et le mec, il me regarde, il me fait, t'as partiellement raison. Il me fait, mais en vrai, c'est pour favoriser. Et attention, accrochez-vous bien. Le glissement du dallage au retrait. Et là, lol. Donc après 15 ans de carrière, tu vois, tutoyer des mecs qui sont largement plus forts que moi. Mais largement. Parce que moi, je suis qu'un connard avec un bac pro. Hein. Je suis pas ingénieur béton, les filles. Hein. C'est juste j'ai connu dans ma vie des mecs qui étaient les Ronaldo du béton et je les ai écoutés bien comme il faut. Et résultat, en fait, le mec, il m'expliquait que voilà, t'as un retrait. Il me regarde, il me fait, pourquoi on te demande les joints si à 24-48 heures? Bah, je regarde, je fais, bah, t'as du retrait sur le dallage, donc forcément, il a mis de machin. Il me regarde, il me fait, bah, si dessous, en fait, tu mets un granulat ou tu mets du béton de propreté bien rugueux, ou il me fait, comment ça se passe au retrait d'après toi? Il me fait, voilà, pourquoi on a une interface. Donc, moralité, en fait, lol. Je peux pas trop vous dire. Moi, perso, que ça soit du polyane, géotextile que tu viens arroser, à partir du moment où tu viens bien talocher ton grain, que tu mets la bonne ferraille et la bonne épaisseur de béton, tu n'auras jamais de problème. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas, voilà, inventer la roue. Par contre, tous les mecs qui sont encore à ce level-là, tu vois ce que je veux dire? Posez-vous les bonnes questions. Il en reste encore. D'accord? Mais j'étais longtemps à ce level-là. Hein. Il n'y a pas de honte, hein. Il n'y a pas de honte. Tu vois, moi, j'ai pas honte. À chaque fois, j'ai trouvé des nouveaux génies jusqu'au moment où je suis tombé sur un mec qui venait expliquer que j'avais droit à 6,5 fois le diamètre de la barre comment il m'avait dit ça? Ah putain, il m'avait sorti une théorie qui m'avait sauvé la vie sur des poteaux. Enfin voilà. Remoisage par adhérence. Ouais. Remoisage par adhérence, 6,5 fois le diamètre de la barre. Mais sur une barre de 20, mec, alors, petit aparté vite fait. Tout le monde croit que les 2 barres pour les remoiser, il faut qu'elles soient bien à côté. Bon, ben ce mec-là, il m'a expliqué qu'en fait, tu avais droit à 6,5 fois le diamètre. 6,5 fois le diamètre. Et t'as remoisage par adhérence. Bon, après, quand tu travaillais pour la SNCF, à 3 mm près, les mecs, ils faisaient tout démonter, donc je sais pas. Entre les deux, mon cœur balance. Mais le mec, pourquoi il me sort des virgules, il me sort des machins, il me sort une formule? J'ai tendance à le croire. Et résultat, en fait, ben, quand t'as un poteau, admettons comme ça, où tu vois, t'as tes remontées d'acier là, et ben même si tu viens les rentrer un petit peu parce que pour des questions de diamètre et tout ça, et ben c'est conforme. Même si elles sont pas touchées, tu as droit à 6,5 fois le diamètre conforme.
c'est des bizarreries, tu sais. Les mecs à ce niveau-là, en fait, ben, ça sort de la logique des fois, ça sort de machin. Ça, c'est pareil, hein, c'est le seul qui m'en a parlé, vrai ou faux, j'en sais rien. C'est d'ailleurs pour ça, là, je vous fais une petite aparté sur ça, histoire d'éveiller des trucs insoupçonnés chez vous. Mais en vrai, je sais pas. J'ai jamais réussi à la retrouver, cette règle, dans tous les cours d'ingé que j'ai lu et tout, machin. Jamais retrouvé ça. Mais à chaque fois, je le sortais en réunion. Les mecs, ça mouchetait pas. Je regardais, je fais, oui, tu comprends, j'ai droit à ce certificat, machin, nanana. Même les bureaux de contrôle et tout, le mec, il te lâche. Parce que là, il sait pas. Donc, je sais pas, elle m'a sauvé la vie plein de fois. Allez, YouTube, je vous fais un bisou. Ben, portez-vous bien, j'ai essayé d'être, j'espère intéressant. C'est pas facile sur ce genre de sujet. Allez, bisous la famille, portez-vous bien.